Les plus jeunes se mettaient à ses pieds et les plus grands s'asseyaient sur les canapés. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mais on le regardait tous avec admiration. Il lisait la Bible et il analysait les passages à sa façon. Marcus Wesson déménageait souvent d'un endroit isolé à l'autre avec sa famille, pour se préserver de l'influence de la modernité et des regards indiscrets. Il faisait en sorte qu'on reste isolé, extrêmement isolé. Il se retirait du monde pour avoir plus de liberté et faire ce qu'il souhaitait. Les voisins ne savaient certainement pas quoi penser de cette famille. Ils n'avaient pas le droit d'interagir avec leur voisinage. Quand ils sortaient, les femmes gardaient la tête baissée. Elles portaient de longs vêtements noirs et ils suivaient tous Marcus Wesson en formant une ligne derrière lui, comme s'ils suivaient une sorte de maître. Donc ils avaient très peu d'interaction avec les personnes autour d'eux. Les enfants de la famille Wesson n'ont aucun point de comparaison et on leur apprend que leur mode de vie est idéal. Pendant mon enfance, j'ai cru que les Wesson étaient la crème de la crème, qu'on était les meilleurs. C'est ce qu'ils nous avaient inculqué. Je nous voyais comme la famille parfaite, un modèle pour toutes les familles. Marcus Wesson enseigne à sa famille que, si elle suit ses enseignements, elle fera partie des élus de Dieu. Respecte tes aînés, respecte ta mère et ton père. C'est un commandement dicté par Dieu. Si vous ne le respectez pas, vous risquez d'aller en enfer. Il nous rabâchait qu'il n'y aurait que 144 000 personnes qui feraient partie des élus de Dieu. Et pour faire partie de ces 144 000 personnes, il fallait vivre d'une certaine manière, celle qu'il prenait. Mais pour faire partie des élus de Dieu, il faut vivre selon des règles strictes. Les femmes et les hommes du foyer doivent vivre séparément. On n'avait pas le droit d'être près les uns des autres. Les filles n'avaient pas le droit de nous parler. Même quand on était assis, on était séparés. Les filles étaient sur un canapé d'un côté et les garçons étaient de l'autre côté de la pièce. Pour qu'on respecte ces règles, il utilisait beaucoup la peur. Deux de mes frères et sœurs plus âgés étaient ses yeux, ses oreilles et ses muscles. Ils étaient dévoués et fidèles. Et quand il n'était pas là, il faisait régner l'ordre. Si on était surpris en train de parler avec un frère ou une sœur avec qui on n'avait pas le droit de parler, on était sévèrement réprimandé. Il nous emmenait dans sa chambre et après plusieurs heures d'interrogatoire, on recevait souvent un châtiment physique. Quand on se faisait prendre, on servait d'exemple et on était sévèrement puni. Alors ça ne valait pas le coup de désobéir. Elisabeth, la mère de Serafino, implore souvent Marcus d'arrêter quand les punitions dépassent les bornes. Ma mère était une sorte de lueur au milieu de la pénombre. Quand elle était là, il n'allait pas aussi loin dans ses châtiments. Elle était dans un coin avec sa télé et son café. Elle était la seule à pouvoir regarder la télé dans la semaine. Elle était à part, mais c'est arrivé une ou deux fois que mes frères et moi, on agisse de façon irrespectueuse envers elle et qu'on le paie lourdement. On a payé le prix fort. Il nous a bien fait comprendre qu'il ne fallait jamais manquer de respect à sa reine. Malgré cette éducation stricte, Serafino et ses frères et sœurs ont quelques souvenirs joyeux. Sans qu'on s'y attende, il disait « On va manger des cookies, des glaces et aller voir un film ». C'était le paradis parce que toute la semaine, on suivait un régime très strict. On passait des moments horribles à se faire ridiculiser, punir et sanctionner physiquement. Puis d'un coup, il nous proposait une activité sympa. Ou alors il disait « Faites vos valises, on va à San Francisco demain ». Vu la vie qu'on menait, c'était comme aller à Disneyland pour les enfants d'aujourd'hui. C'était magique.
Serafino se souvient que son père a amené tous ses enfants manger une glace. C'est un peu l'image idéale de la vie de famille. Mais c'est une stratégie délibérée de la part de Marcus Wesson. Car si les agresseurs sont agressifs tout le temps, ils se mettent en danger. Leurs victimes peuvent décider de partir parce que c'est insupportable. Mais si régulièrement ils passent de bons moments, les victimes sont perdues. Et les gens perdus sont plus faciles à contrôler. En 1993, comme le reste des Américains, la famille Wesson est effarée par ce qui se passe à Waco, au Texas, quand les forces de police essaient de pénétrer dans la secte dirigée par David Koresh. Il idolâtrait David Koresh. Il râlait pendant des heures en reprochant au gouvernement de s'en prendre à des gens comme David Koresh, des hommes pieux qui essayaient d'élever leur famille comme Dieu le souhaitait. Il adorait les enseignements de David Koresh. Et mon Dieu, quand ces événements ont eu lieu, la télé était allumée 24 heures sur 24 à la maison. On récitait de longues prières. On priait pour David Koresh. On priait pour qu'il s'en sorte vivant. Après 51 jours, le siège de Waco prend fin avec la mort de David Koresh et la mort de 75 de ses adeptes par suicide ou meurtre, dont 22 enfants. Il se reconnaissait en David Koresh et il pensait qu'il allait subir le même sort. Mon père racontait qu'on allait certainement bientôt devoir mourir, car notre mode de vie était menacé par ces gens. Je ne voyais pas ça comme un pacte de suicide. Je voyais ça comme une façon de nous sauver de la damnation. Pour empêcher mon âme d'aller en enfer, je devais en passer par là. En 1993, Marcus Wesson se reconnaît dans David Koresh, un gourou qui a été retrouvé mort avec 75 de ses adeptes après un affrontement contre les troupes gouvernementales à Waco, au Texas. Quand on y regarde de plus près, il y avait beaucoup de similitudes dans leur vie et dans leurs enseignements, entre autres. La décision de Marcus Wesson d'élever ses enfants dans un environnement cruel et strict vient de sa propre enfance. Le père de Marcus Wesson abusait psychologiquement, physiquement et sexuellement de Marcus, ainsi que de ses frères et sœurs. Il a reçu une éducation très stricte, comme nous. Il était maltraité par sa mère. Et je pense qu'à plusieurs reprises, son père et lui ont eu des relations forcées, des relations non consenties. En 1968, Marcus Wesson a 22 ans et il rentre de l'armée quand il s'installe avec Rose Solorio à San José, en Californie. Rose a une trentaine d'années et elle est séparée de son ancien compagnon. Elle avait déjà des enfants d'un autre homme, mais mon père élevait ses enfants de la même façon qu'il nous élevait. Il les punissait de manière très similaire. Marcus montre un intérêt particulier pour la fille de 8 ans de sa nouvelle femme, Elizabeth Solorio. Il a rencontré ma mère quand elle était très jeune. Il était marié à sa mère et il lui a dit « Je ne veux plus être ton mari. Je veux épouser ta fille à la place. » Elle a donné ma mère à cet homme. Elle lui a dit « Vas-y. » La mère de Serafino avait 8 ans quand Marcus a décidé qu'il la voulait. Vu de l'extérieur, c'est assez difficile de comprendre pourquoi la mère de cette jeune fille donnerait sa fille à Marcus. Mais la situation, la dynamique dans ce foyer était loin d'être normale. Marcus était devenu un expert du contrôle. Il dirigeait ce foyer. Il décidait comment les choses se passaient. Et les rôles de père et de mari n'ont pas la même signification pour lui et pour nous. Pour lui, ils sont synonymes de propriété, de possession et de contrôle. Les gens sont des objets qu'il possède. Ce ne sont pas des individus qu'il aime et dont il prend soin.
Pauvre femme. Il lui a mis le grappin dessus quand elle était très jeune. Je crois qu'elle avait entre 11 et 14 ans quand il a commencé à avoir des relations avec elle. En août 1974, Marcus épouse légalement Elizabeth alors qu'elle n'a que 15 ans. Quelques mois plus tard, leur premier enfant, Dorian, voit le jour. Tandis que la famille s'agrandit, ils déménagent sans arrêt. Ils vivent dans une tente militaire désertée, puis dans un bateau abandonné où les enfants doivent rester sous le pont, à l'abri des regards. Marcus a tellement bien caché ses enfants de son voisinage que souvent les gens ignoraient leur existence. Mais dès qu'ils soupçonnaient quelqu'un de s'intéresser à eux ou s'il y avait un problème d'ordre légal, il déménageait avec sa famille dans un autre endroit. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vivre de façon recluse et très religieuse. Alors que les convictions religieuses de Marcus sont de plus en plus extrêmes, il écrit sa propre version de la Bible et son imagination devient très étrange. Il a fusionné plusieurs religions et il a créé la sienne. Il était complètement fasciné par les vampires. Marcus était tellement obnubilé par Jésus et les vampires qu'il a nommé son fils cadet Jeva. C'est la contraction de Jésus et vampire. Il avait une vision déformée de la religion. Il avait le sentiment d'être un roi ou un dieu et il forçait même les enfants à l'appeler comme ça. À la naissance de Serafino en 1985, Elisabeth a 26 ans et elle a déjà donné naissance à 10 enfants. Il aimait l'idée d'avoir son propre royaume, ses propres sujets. J'ai été élevé là-dedans. Je suis né là-dedans. Je ne connaissais que ça. C'est effrayant de se faire laver le cerveau. Quand on s'intéresse au lavage de cerveau qui a eu lieu dans cette famille, on voit que la clé est l'isolation. Il isolait sa famille du monde extérieur pour s'assurer qu'elle ne voit pas d'alternative à cette réalité. Et ce lavage de cerveau semblait beaucoup plus efficace avec les garçons. Ce n'est pas une coïncidence, car il s'agit d'un foyer patriarcal où le père est le chef de famille. Il devient donc une figure admirable à qui ils veulent ressembler. Comme beaucoup de ses frères et sœurs, Serafino a grandi en admirant son père. Je l'idolâtrais. Rien de ce qu'il disait ou faisait ne me paraissait mal. J'étais prêt à mourir pour cet homme. J'aurais facilement donné ma vie pour lui. J'étais prêt à le faire. Marcus s'assure l'obéissance de ses enfants en leur infligeant régulièrement de sévères châtiments. Dès qu'on faisait quelque chose qui était mal, selon lui, il mettait en place un châtiment de 30 jours. Cela consistait à recevoir 21 coups de fouet le matin, 21 coups de fouet l'après-midi et 21 coups de fouet le soir avant d'aller au lit. Et ça s'étalait sur 30 jours consécutifs. Parfois, en plus des 30 jours de châtiment, on était isolé. On était confiné tout seul. Je n'avais le droit de parler à aucun de mes frères et sœurs pendant 3 mois, et je passais 3 mois dans cette pièce. Ça a fait beaucoup de dégâts. La seule chose dont je me souviens, c'est de me dire que je l'avais déçu et que je voulais m'améliorer pour ne plus le décevoir. En 1994, alors que Serafino a 9 ans, Marcus annonce à sa famille que Dieu lui a délivré un message. Il s'est assis et il nous a dit que Dieu voulait que le sang des Wesson reste pur et que pour cela, il allait inséminer artificiellement mes sœurs. Il a organisé un vote familial. Il nous a demandé qui est d'accord pour que je fasse ça. Et on a tous levé la main. Mais il ne faut pas oublier que quand il nous laissait le choix, c'est comme s'il nous mettait un pistolet sur la tempe. C'est comme s'il disait « Je vous laisse le choix, mais si vous choisissez la mauvaise option, j'appuie sur la détente. » Donc on a tous fait ce qu'il attendait de nous parce qu'on n'avait pas réellement le choix. Son but était d'avoir le plus d'enfants possible et de transmettre son sang parce qu'il pensait que son sang était le plus pur et le plus divin. Il a conçu des enfants avec 2 de mes sœurs. Et il a conçu des enfants
avec 3 de mes cousines. Certaines ont eu plusieurs enfants. Il y a eu 7 enfants au total. Pendant environ 1 an, j'ai réellement cru qu'elles avaient été artificiellement inséminées. J'ai cru qu'ils s'y prenaient comme ça. En 1995, à l'âge de 10 ans, Serafino voit quelque chose qui le fait remettre en question les paroles de son père. Il y a eu un incident. Il a attendu que tous les garçons dorment et il a commencé à regarder un film pour adultes. Mais j'étais réveillé. Il le mettait souvent sur pause pour expliquer à mes cousines et à mes sœurs ce qui se passait. Et il était très cru. Ensuite, il a arrêté le film et il les a toutes emmenées dans la chambre du fond. Je suis couché et je l'entends expliquer en détail ce qu'elles doivent faire entre elles et ce qu'elles doivent lui faire. Puis tout à coup, ça devient silencieux et je l'entends dire à l'une de mes sœurs d'aller vérifier qui est réveillé. Se faire prendre à ce moment-là, c'était du suicide. En 2003, 2 des cousines de Serafino, Ruby et Sofina, sont tellement traumatisées par les abus qu'elles ont subis qu'elles quittent la maison. Elles en avaient marre de cette vie. Il les violait et il abusait d'elles. Elles savaient que ce qu'il faisait était mal. Donc elles ont fini par partir. Mais ce départ a eu un prix. Il s'est vengé sur nous. Et on a fini par les détester à cause de leur départ. Ruby et Sofina partent, mais Marcus refuse qu'elles emmènent leurs enfants avec elles. Quand les enfants de mes sœurs et de mes cousines sont nés, mon père a conclu un pacte avec elles. Quand leurs enfants auraient 10 ou 12 ans, elles auraient le droit de partir de la maison avec eux. C'était le marché qu'il avait passé avec elles. Mais ils avaient dépassé cet âge. Au milieu de l'année 2003, la famille Wesson déménage dans une maison au 761 West Hammond Avenue à Fresno. Le 12 mars 2004, Serafino, alors âgé de 19 ans, et son frère sont sortis pour la journée et n'ont aucune idée que leur vie est sur le point de basculer. C'était une belle journée ensoleillée. Avec mon frère, on était parti voir un film sans que mon père le sache. Quand Serafino et son frère rentrent chez eux, ils découvrent une large foule agglutinée devant la maison. Notre ami nous ramène en voiture et il dit « Oh merde, qu'est-ce qui se passe ici ?» À 15h29 ce jour-là, Kurt Smith, un officier de police, reçoit l'ordre d'intervenir sur les lieux d'un incident à West Hammond Avenue. Je venais de terminer un appel de routine et un autre officier avait reçu un appel à cause d'un litige au sujet d'une garde d'enfants. Et à la radio, il a demandé qu'une équipe intervienne de toute urgence à cette adresse, sur Hammond Avenue. Quand je suis arrivé, il y avait plusieurs femmes qui voulaient récupérer leurs enfants dans cette maison. Mais les officiers ne se doutent pas une seconde que cette dispute au sujet d'une garde d'enfants va se transformer en véritable cauchemar. J'étais dans la police depuis 34 ans et je n'avais jamais rien vu de cette ampleur. Le vendredi 12 mars 2004, à 14h15, la police est appelée au domicile des Wesson, au 761 West Hammond Avenue, à Fresno, car Marcus Wesson refuse de laisser partir Ruby et Sofina avec leurs enfants. Elles étaient dans le jardin, devant la maison, et elles étaient complètement bouleversées, complètement retournées. Des journalistes sont déjà sur les lieux et essaient de comprendre la situation. La police pense qu'il s'agit d'une dispute au sujet d'une garde d'enfants. Serafino, le fils de Marcus Wesson, vient de rentrer du cinéma. J'ai tout de suite su ce qui se passait. Parce que la veille, mon père avait parlé avec mes cousines et elle lui avait dit qu'elle voulait récupérer leurs enfants. Elles étaient venues avec une armée de personnes.
Les femmes qui étaient venues chercher leurs enfants étaient en colère dans tous leurs états. Les membres de la famille disaient que Marcus Wesson pouvait tuer les enfants. Dans la chambre au fond de la maison se trouvent 9 enfants. Sabrina, 25 ans, Liz, 17 ans, et 7 enfants plus jeunes, âgés de 8 à 1 an. Mais sans le bon mandat, la police n'a pas le droit d'entrer dans la maison. Il n'y avait pas d'urgence. Tout ce qu'on avait, c'était des personnes qui le soupçonnaient de pouvoir faire du mal aux enfants. Cet homme était chez lui. Et en tant qu'officier de police, je ne pouvais pas entrer dans cette maison sans mandat, s'il n'y avait pas de situation d'urgence. Tandis que ses cousines et la police attendent dehors, Serafino court à l'intérieur pour voir si sa famille va bien. Je me souviens avoir trouvé mon père super calme. Il m'a regardé et il m'a dit « Salut Fino ». Je lui ai dit « Salut papa, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a répondu « C'est rien, c'est tes cousines qui viennent créer des ennuis ». Et j'ai demandé « Est-ce que les enfants vont bien ?» Il a dit « Oui, ils vont bien, va voir ». Donc je passe sous son bras et quand j'entre dans la chambre et que j'ouvre la porte, je vois l'une de mes sœurs fouiller dans un sac noir. On savait tous ce qu'il y avait dans ce sac, une arme. Je vois tous mes frères et sœurs sains et saufs. Ils sont tous debout et ils ont l'air effrayés. Je les regarde et je leur dis « ça va aller ». Je retourne dehors en courant et je dis à mes cousines « calmez-vous, il n'y a pas de problème, ils vont bien ». Mon père me dit de ne laisser entrer personne dans la maison. Je me dis « ok, je vais faire ce qu'on me demande ». Donc je me mets devant la porte. À 15h30, alors que Serafino garde la porte d'entrée, Marcus Wesson retourne dans la maison. La police est dans une impasse car il refuse de parler. Tout à coup, Marcus nous tourne le dos et disparaît dans la maison. Il va dans l'une des chambres du fond, ferme la porte et ne répond plus à personne. À 15h45, le périmètre est protégé par des cordons de sécurité et les chaînes d'information locales diffusent des reportages en direct. Il n'est plus derrière moi et là, je panique parce que je pensais qu'il était toujours derrière moi. Vers 16h40, Serafino Wesson retourne dans la chambre au fond de la maison. J'ouvre la porte et je vois mon père, un genou à terre, avec un enfant dans les bras et un oreiller sur son visage. Il me regarde et me dit « Viens, viens, tu es le suivant ». Je regarde vers la droite et je vois une pile de corps entremêlés. Je regarde à mes pieds et je vois ma sœur. Je lis sur ses lèvres « Aide-moi » parce qu'il la retient au sol. Je sais que si j'avais essayé de me battre avec lui, je ne serais pas là aujourd'hui. J'avais le choix. Je pouvais m'enfuir ou l'écouter et prendre une balle. Ensuite, mes pieds se sont mis à courir vers la porte. Je suis passé devant l'une de mes cousines, j'ai regardé l'autre, et quand elle a vu mon visage, elle a compris. Je n'ai rien eu à dire. Elle a compris. Une mère émet un cri particulier quand elle perd un enfant. Et quand vous entendez ce cri, vous ne l'oubliez jamais. Elle a crié. C'était affreux. Quelques minutes plus tard, Marcus Wesson apparaît. Tout à coup, on a vu Marcus Wesson sortir de cette maison, couvert de sang. Bien évidemment, les caméras étaient braquées sur lui. Tout le monde regardait, écoutait et essayait d'entendre ce qui se disait. Marcus Wesson était très calme quand il est sorti. Il n'était pas agressif. Il s'est rendu. Après l'arrestation de Marcus, Kurt Smith est l'un des premiers policiers à pénétrer dans la maison. La première pièce dans laquelle on est entré, c'était le salon. Il y avait 4 cercueils appuyés contre un mur. L'atmosphère était très étrange dans la maison. La tension était palpable. On a commencé à voir les policiers entrer dans la maison. Et ils ressortaient tous choqués et livides.
Ce sont des hommes solides, endurcis. Ils sont formés pour ne pas flancher. Mais ils ressortaient en pleurs. Dans une des chambres du fond, la police retrouve les corps de Sabrina Wesson. Liz Wesson, aux côtés de Ayla Bell, 8 ans, Aviv et Jonathan, 7 ans, Sedonai Marshey, 18 mois, et Jeva, 1 an. Ils ont tous été tués d'une balle dans l'œil. Les corps avaient été empilés dans un coin comme des vêtements. C'était une pile de nourrissons et de jeunes enfants. Dans le monde du journalisme, on nous apprend à montrer aucune émotion. Je devais être en direct à 23h et rester de marbre en racontant les faits. Mais mon caméraman m'a dit « Retourne-toi ». Il me faisait ce geste-là. Et quand je me suis retournée... Désolée, je n'arrive même pas à en parler. Quand je me suis retournée, ils sont sortis avec le plus petit dans un sac. Et voilà ce qui s'est passé en direct. Voir ces bébés, les uns après les autres, dans ces tout petits sacs blancs portés par la police scientifique, c'était trop pour moi. Je n'ai pas pu finir mon direct. Beaucoup de gens ont dû m'aider et je pense que les gens qui sont venus m'aider, mes collègues, étaient aussi en pleurs. Wesson est arrêté et l'histoire commence à faire le tour du monde. Je savais que ce serait une grosse affaire. Mais je ne savais pas dans quelle proportion. Je ne savais pas qu'on se retrouverait face à des médias du monde entier. On devait constamment faire entrer des gens pour répondre aux demandes des médias qui venaient au poste de police. Les premiers jours, on essayait de comprendre l'arbre généalogique. On a appris que les victimes étaient ses filles, mais aussi ses enfants et petits-enfants par inceste. Quel genre de personne était Marcus Wesson pour être capable de faire une chose aussi horrible? On en apprenait davantage sur l'ambiance sectaire à son domicile et le contrôle qu'il exerçait sur ses enfants qui avaient grandi en croyant qu'il était Dieu ou Jésus. Bien que Marcus Wesson soit en détention, la police est surprise par le contrôle qu'il conserve sur ses enfants. Bon nombre d'entre eux refusent de croire qu'il est l'auteur de ces meurtres. Je pense que ce qui a le plus choqué nos enquêteurs, quand ils ont interrogé les membres de la famille, c'est leur loyauté envers Marcus Wesson. Ils le défendaient. Ils parlaient de lui en termes élogieux. Ils racontaient aux enquêteurs les bonnes choses que leur père avait faites. Il l'aimait. Il jouait avec lui tous les jours. J'étais désolé pour lui. Il était important, puissant et omniprésent dans ma tête. Presque tous les enfants, neveux et nièces de Marcus Wesson l'ont défendu, même après tous ces meurtres, parce que l'identité de tous ces individus repose sur Marcus Wesson. Il fait partie d'eux. Ils font partie de lui. Ils sont indissociables. Donc, quand votre identité repose sur une famille dont le patriarche se fait arrêter pour meurtre, ça dit quelque chose sur vous et votre identité. Méfiantes de l'état mental de Marcus Wesson et de son emprise sur sa famille, les autorités prennent des précautions supplémentaires. Marcus Wesson était surveillé pour éviter qu'il se suicide. Il n'avait le droit à aucune visite en prison en attendant sa première comparution, car la police craignait que ses enfants viennent le voir et qu'il lui demande les instructions pour mettre fin à leur vie. Ils avaient peur que le pacte de suicide continue malgré son incarcération. Alors ils ont gardé sa famille à distance. Marcus Wesson est finalement accusé de 9 chefs d'accusation de meurtre, mais il persiste à dire que c'est sa fille Sabrina qui a appuyé sur la détente. Je me souviens que pendant une réunion, on nous a expliqué qu'il accusait sa fille d'avoir commis les faits. Ses avocats ont dit que Sabrina était coupable, qu'elle avait tué chaque enfant d'une balle dans l'œil et qu'elle s'était suicidée.
À l'approche du procès, Serafino craint que son père maltraitant et manipulateur puisse être acquitté. Juste avant le procès, ils nous ont laissé le voir et il a été très clair sur le fait qu'il gagnerait, qu'il sortirait et qu'à sa sortie, il s'occuperait de ceux qui avaient témoigné contre lui. Alors, j'étais terrifié. Le 3 mars 2005, Marcus Wesson comparaît au tribunal pour le meurtre de 9 de ses enfants. C'est le plus gros procès pour meurtre que Fresno ait connu. À chaque fois que Marcus Wesson comparaissait au tribunal, c'était le bazar. Il y avait des journalistes, des photographes, des camions de chaînes de télé, des habitants de la ville qui voulaient voir ce qui se passait et qui essayaient de s'en mêler. C'était un homme effrayant. Même si on n'était pas au courant de l'affaire, quand on le regardait, on voyait une vraie noirceur dans son regard. Je ne l'oublierai jamais. Il était tellement intimidant que certaines personnes, ayant été désignées pour faire partie du jury, ont refusé de venir. Elles craignaient trop d'être dans la même salle d'audience que lui. Après que Marcus Wesson a plaidé non coupable et accusé sa fille Sabrina d'avoir appuyé sur la détente, c'est à l'accusation de faire ses preuves. Le défi pour les enquêteurs et la police était de déterminer ce qui était arrivé à l'intérieur de cette maison ce jour-là, parce qu'il n'y avait aucun témoin. Tous les témoins étaient morts, à l'exception de Marcus Wesson. Les avocats de Marcus Wesson sont catégoriques sur le fait que ce n'est pas lui, mais c'est Brina qui a appuyé sur la détente. Ils avancent qu'elle a tué tous les enfants d'une balle dans l'œil, puis qu'elle a retourné l'arme contre elle. D'après les analyses balistiques, l'ADN de Sabrina se trouvait sur l'arme du crime, et la trajectoire de la balle dans son œil était légèrement différente. Durant le procès, Serafino et ses frères et sœurs continuent de défendre Marcus Wesson. Ils témoignent et décrivent un père aimant, incapable de commettre un tel acte. Je ressentais de la pitié pour lui. J'étais désolé pour lui. Je ressentais une forte loyauté envers lui. À ce stade, ils soutenaient encore fortement leur père. Ils avaient confiance en lui. Ils ne le croyaient pas capable de faire ça. Et donc, ils voulaient qu'il soit blanchi, qu'il soit disculpé et lui montrer leur soutien. Mais quand les preuves sont présentées, Serafino commence à se demander quel genre d'homme est réellement son père. Ce n'est qu'à force d'assister aux audiences au tribunal, d'entendre des choses, de lire des articles de presse que je me suis dit « Mince, ce n'est pas quelqu'un de bien. » Mais c'est trop tard, je l'ai défendu. Serafino commence à soupçonner son père d'être coupable, mais le jury est loin d'avoir tranché. On ne sait jamais si l'état mental de quelqu'un va jouer dans la décision du tribunal ou du jury. Et on ne sait jamais vraiment si le jury va adhérer à la stratégie de la défense. Le 17 juin 2005, après 3 mois de procès, le jury rend son verdict. Marcus Wesson est reconnu coupable de 9 chefs d'accusation de meurtre et de 14 chefs d'accusation de viol et d'abus sexuels continus. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Mais je sais que 9 de ses enfants sont morts et que Marcus Wesson a survécu. C'est lui le coupable. J'en suis certain. Mais il s'est servi d'elle. Même s'il n'a pas appuyé sur la détente, il était aux commandes. Ce n'est pas impossible, et le jury en est conscient, que Sabrina ait tué les enfants avant de mettre fin à ses jours. Mais si elle l'a fait, c'est sous la contrainte de Marcus Wesson et à cause de ses multiples abus psychologiques. Elle l'a fait en obéissant aux ordres d'une personne en qui elle avait confiance, son père. Le lavage de cerveau de ses enfants a si bien marché qu'ils ont accepté de se suicider à sa demande. C'est une décision extrême d'accepter de sacrifier sa vie pour faire plaisir à son père.
Mais cet homme était très convaincant, très charismatique, extrêmement manipulateur. Et quand on vit dans ce genre d'environnement, ça ne paraît pas anormal. On ne le remet pas en question, parce que ses désirs sont des ordres et parce qu'on n'a pas de libre arbitre. En juillet 2005, Wesson est condamné à la peine capitale pour le meurtre de 9 de ses enfants. Durant les années qui suivent, Serafino lutte pour se remettre de ses traumatismes d'enfance et de ce dont il a été témoin au 761 West Amand Avenue. Le poids de la culpabilité que je porte est insupportable et écrasant. Mais je ne suis pas coupable de l'éducation que j'ai reçue et du lavage de cerveau que j'ai subi. Ce n'est pas ma faute. Je pense que l'affaire Wesson est le parfait exemple de ce qu'est un traumatisme. Il ne s'agit pas de la perte d'un proche, mais de plusieurs êtres chers d'un seul coup. Un jour ils sont là, et le lendemain ils ne sont plus là. Donc il faut beaucoup de temps pour accepter ce qui s'est passé. Il y a les retombées de l'événement en soi et le traumatisme associé à cet incident. Mais ça implique aussi un changement de vie, car votre vie ne sera plus jamais la même. Je pense que je ressentirai toujours des regrets et de la honte, mais je sais que je n'avais pas le choix. J'ai vécu l'enfer et je voulais rester en vie. Et retourner là-dedans, ça aurait été du suicide. Je sais que j'ai pris la bonne décision et je suis en paix avec ça. Je sais que ma sœur serait du même avis. Avoir pris cette décision m'a permis d'honorer son nom et de profiter de la vie pour elle, parce qu'elle n'a jamais eu la chance de le faire. Après des années de thérapie, tous les frères et sœurs de Serafino ont coupé les ponts avec leur père qui demeure dans le couloir de la mort. Ils ont accepté qu'ils avaient été maltraités dans leur enfance. Ils sont tous sur le chemin de la guérison pour surmonter le passé. Ils sont encore en chemin. Ce n'est pas évident de vivre ce genre de situation. On vit des montagnes russes émotionnelles. On ressent de la culpabilité, des remords, de la colère, de la tristesse, et ça se répercute sur de nombreuses années. Mais d'après mon expérience auprès des victimes et des personnes qui ont vécu ce genre d'événement, ces personnes finissent par arriver à un stade où elles sont reconnaissantes d'être encore en vie. Et elles consacrent leur vie à honorer ceux qui ne sont plus là. Malgré ce traumatisme, Serafino Wesson a refait sa vie. J'espère obtenir mon BTS en développement de l'enfant. Ensuite, je ferai peut-être une licence dans le même domaine. Tout ce que j'ai appris en cours, ça a complètement changé l'éducation que je donne à mes enfants. Mes enfants sont tout pour moi. Et je ne voulais pas ressembler à mon père. Je veux leur offrir quelque chose de différent, quelque chose de mieux. En plus, j'ai reçu le soutien de ma femme qui m'a poussé à devenir une meilleure personne et à ne pas tomber dans les travers de l'éducation que j'ai reçue. Serafino a rencontré sa femme Shelley peu de temps après le massacre. Il est désormais père de 3 enfants. J'avais 19 ans quand je t'ai connu. Je t'aimais beaucoup et je voulais t'impressionner. Tu étais attentif, gentil, tu n'élevais jamais la voix, tu étais doux. Tu étais tellement différent de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Derrière chaque grand homme se cache une femme d'exception. Et je n'en serais pas là aujourd'hui sans toi.